Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule Résumé du chapitre Le rôle du muscle strié squelettique. Donc, le muscle squelettique, c'est l'ensemble des muscles qui sont liés au squelette osseux. Ils sont à l'origine du mouvement des différentes parties du corps. Et l'énergie nécessaire à la contraction est fournie par l'hydrolyse des molécules d'ATP. Donc, la réponse du muscle à une excitation supraliminaire unique. Une excitation liminaire ou bien supraliminaire efficace. Elle est dite efficace car on obtient une réponse. Donc, le document suivant représente l'enregistrement obtenu suite à une excitation efficace, liminaire ou bien supraliminaire unique. Donc, on peut diviser l'enregistrement qui s'appelle la secousse musculaire en trois parties. La A, c'est la phase de latence, c'est l'intervalle de temps entre la stimulation et le début de réponse. B, la phase de contraction, c'est l'intervalle de temps entre le début de raccourcissement et son maximum, ou bien c'est l'intervalle de temps pendant lequel le muscle se contracte. C, c'est la phase de relâchement, c'est l'intervalle de temps dans lequel le muscle reprend ses dimensions initiales. Donc, réponse musculaire à une série d'excitations efficaces, successives et de même intensité. La figure, on a un tétanos imparfait. On l'obtient lorsque la fréquence d'excitation se fait de sorte que l'excitation suivante arrive au muscle pendant la phase de relâchement de la secousse relative à l'excitation précédente. Par contre, la figure 2 montre le tétanos parfait. On l'obtient si les excitations se passent pendant la phase de la contraction. Les phénomènes thermiques qui accompagnent la contraction musculaire. Donc, au cours de l'effort musculaire ou bien la contraction musculaire, il y a dégagement de la chaleur qui se fait en deux temps. La chaleur initiale se dégage pendant la secousse musculaire. Il comporte la chaleur de contraction dégagée au cours de la phase de contraction et la chaleur de relâchement dégagée au cours de la phase de relâchement. Et la chaleur retardée qui se dégage lentement après la secousse musculaire, elle est de faible amplitude et sa durée est longue. Donc, la chaleur initiale elle est divisée en chaleur de contraction et en chaleur de relâchement. Cette chaleur initiale, elle accompagne la secousse musculaire. Les phénomènes énergétiques. Donc, la source directe d'énergie nécessaire à la contraction musculaire est l'hydrolyse de l'ATP. On voit ici l'équation de l'hydrolyse de l'ATP. ATP plus H2O donne ADP et énergie. Une partie de cette énergie est utilisée dans la contraction musculaire et l'autre partie se perd sous forme de chaleur de contraction, donc c'est une énergie thermique. Donc la structure du muscle. Le muscle, il est lié au squelette osseux par les tendons. Le muscle, il est formé par un ensemble de faisceaux musculaires. Chaque faisceau musculaire se compose de plusieurs fibres musculaires et chaque fibre elle est formée par un ensemble de myofibrilles. Entre les faisceaux musculaires, on trouve des vaisseaux sanguins et des tissus conjonctifs. Donc, à l'œil nu, le muscle squelettique il est formé par une partie centrale rouge appelée le ventre du muscle et une partie blanche située aux extrémités, ce sont les tendons. Donc, le muscle il est inséré sur l'os par les tendons et il est constitué par des faisceaux musculaires formés eux-mêmes d'un ensemble de fibres musculaires. La fibre musculaire, c'est une cellule
musculaire qui s'appelle myocyte. Donc, c'est une longue cellule cylindrique renfermant de nombreux noyaux. On voit ici les noyaux ovales entourés par le sarcolème. Le sarcolème, c'est la membrane sarcoplasmique. Et le sarcoplasme, c'est le cytoplasme, c'est l'équivalent du cytoplasme. Le sarcoplasme d'une fibre musculaire est comparable au cytoplasme des autres cellules. Chaque fibre musculaire comporte un grand nombre de myofibrilles. On voit ici les myofibrilles. Et la myocyte, elle est striée longitudinalement et transversalement. Striée longitudinalement parce que la myocyte elle est formée par un ensemble de myofibrilles et transversalement parce que ces myofibrilles elles sont formées par l'alternance des bandes claires et des bandes sombres. Ultrastructure de la myofibrie. Au microscope électronique, la myofibrie présente une alternance de deux types de bandes. Des bandes claires, on voit ici les bandes claires, et les bandes sombres. Les bandes claires formées de filaments fins, qui s'appellent filaments d'actine. Au milieu de la bande claire, on trouve la strie Z. On voit ici la strie Z, l'autre strie Z est ici. Les bandes sombres, elles sont formées de filaments épais, ou bien filaments de myosine, et filaments fins, qui sont les filaments d'actine. Donc, dans les bandes sombres, on trouve deux types de filaments, les filaments d'actine et les filaments de myosine. Au milieu de la bande sombre, on trouve une bande relativement claire, c'est la bande H. On voit ici la bande H. La zone comprise entre deux stries Z successives constitue l'unité fonctionnelle de la myofibrie, c'est le sarcomère. Le sarcomère, c'est l'espace entre deux stries Z successives. La structure moléculaire des filaments musculaires. On voit ici le filament d'actine ou bien le filament fin. On voit ici le filament de myosine ou bien le filament épais. Le filament fin d'actine, il est constitué de trois types de protéines. L'actine, on voit ici l'actine, et la troponine et la tropomyosine. Par contre, le filament épais de myosine est constitué de plusieurs molécules de protéines de myosine. Chaque molécule est formée d'un bâtonnet et deux têtes globulaires. On voit ici le bâtonnet et les deux têtes globulaires. Le mécanisme de la contraction musculaire. On voit ici un sarcomère relâché et un sarcomère contracté. Au cours de la contraction musculaire, qu'est-ce qu'on observe? On observe rapprochement des deux stries Z. On voit ici les stries Z. Donc on a rapprochement des deux stries Z. Donc raccourcissement du sarcomère. Raccourcissement du bande claire, on voit ici la bande claire. Par contre, les bandes sombres ne changent pas de taille et on a aussi raccourcissement de la bande H, voire sa disparition. Donc on a ici la bande H, on a raccourcissement de la bande H après contraction. Donc on peut expliquer le raccourcissement observé au niveau du sarcomère après la contraction par un glissement du filament fin d'actine le long des filaments épais de myosine de telle sorte que les myofilaments se chevauchent. Donc le rôle de l'ATP et le calcium. Le graphique suivant montre l'effet de l'ATP et des ions de calcium sur la contraction des myofibrilles isolées. Le salergon est une substance qui inhibe l'hydrolyse de l'ATP, donc il inhibe la production de l'énergie nécessaire à la contraction musculaire. Le chélateur est une substance qui fait précipiter les ions de calcium qui ne restent plus en solution. Donc, en présence de l'ATP et du calcium, donc augmentation de la tension de la myofibrie, c'est-à-dire la myofibrie se contracte. Et lorsqu'on ajoute le salergon, la tension diminue. Donc,
on a arrêt de la contraction. La même chose lorsqu'on ajoute le chélateur. Donc, qu'est-ce qu'on déduit? Donc, l'ATP et le calcium sont indispensables à la contraction musculaire. Mécanisme de la contraction musculaire. Donc, la figure 1. Les ions de calcium ils sont libérés par les réticulomes sarcoplasmiques. Ils se fixent à la troponine. Lorsqu'ils se fixent à la troponine pousse la tropomyosine qui masque les sites de fixation, ici en blanc, les sites de fixation des têtes de myosine sur l'actine. Et lorsqu'il la pousse, donc les sites de fixation deviennent démasqués. Une molécule d'ATP se fixe à la tête des myosines. Elle subit une hydrolyse et l'ADP reste lié aux têtes de myosine et l'énergie stockée dans la tête. L'étape 3. Donc les têtes de myosine se lient à l'actine pour former ce qu'on appelle le complexe actomyosine. Ce complexe stimule la libération de l'ADP et la libération de l'énergie qui provoque le pivotement des têtes de myosine et le glissement des filaments d'actine sur les filaments de myosine vers le centre du sarcomère. Donc, on a dit que la contraction musculaire consomme de l'énergie, consomme de l'ATP. Donc, cet ATP, il doit être régénéré. Donc, on voit ici les voies rapides anaérobiques qui permettent de régénérer l'ATP nécessaire à la contraction musculaire. Ces voies rapides ils sont à l'origine de la chaleur initiale, surtout la chaleur de relâchement. Donc, la première réaction, c'est le PC, la phosphocréatine, plus l'ADP. Et l'enzyme qui stimule cette réaction, c'est la créatine kinase. Donc, phosphocréatine plus ADP donne ATP plus créatine plus chaleur initiale. La deuxième réaction, ADP plus ADP donne ATP et AMP. AMP, c'est l'adénosine monophosphate plus chaleur initiale et l'enzyme qui stimule la réaction, c'est la myokinase. Les voies intermédiaires qui permettent de régénérer l'ATP nécessaire à la contraction musculaire, c'est la fermentation lactique. En anaérobie, le glucose se transforme en acide pyruvique qui se réduit en acide lactique. Voici l'équation de la fermentation lactique. L'accumulation de l'acide lactique provoque la diminution du pH du muscle et la diminution de l'efficacité des enzymes et du métabolisme musculaire, ce qui aboutit à la fatigue musculaire. Les voies lentes en aérobie, c'est la respiration cellulaire. Et c'est la source de la chaleur retardée. On voit ici l'équation de la respiration cellulaire. Récapitulation. Le muscle convertit l'énergie provenant de l'hydrolyse d'ATP, qui est une énergie chimique, en glissement des filaments, qui est une énergie mécanique, et se forme de chaleur, qui est une énergie thermique. Donc le muscle est un transformateur d'énergie de son état chimique à l'état mécanique et thermique. On arrive à la fin de la vidéo. Merci beaucoup de votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.